Théophile, on se retrouve donc, et cette fois-ci, c'est pour aborder ce fameux scandale d'État au cœur des relations franco-ivoiriennes. On reprend les faits. Il y a 2 ans exactement, le 2 février 2016, la juge d'instruction Sabine Kéris lançait une procédure dans le but de faire traduire des anciens ministres français devant la Cour de justice de la République. Il s'agit de gros bonnets, notamment de 2 figures de la droite française, Michel Alliot-Marie et Dominique de Villepin. Elle portait de graves accusations contre eux au sujet du mystérieux bombardement d'une base de l'armée française qui a eu lieu en novembre 2004 à Bouaké, donc en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, son initiative est bloquée et pourtant l'affaire est plus que grave. Et forcément, on a un mot en tête, France-Afrique. Oui, Catherine, dans l'affaire qui nous concerne, il s'agit de la Côte d'Ivoire quand même, fief historique de l'influence de Paris en Afrique de l'Ouest. En 2002, alors que le vieil opposant socialiste Laurent Gbagbo est au pouvoir depuis moins de 2 ans, une rébellion armée éclate en partant du Burkina Faso voisin. La France coupe le pays en 2, parraine des négociations difficiles, en penchant toujours du côté de leur allié et inspirateur Alassane Ouattara, ancien directeur général adjoint du FMI. En novembre 2004, Laurent Gbagbo, l'image est mauvaise, en fait, on voit Guillaume Soro, mais Laurent Gbagbo, c'est pas lui. Laurent Gbagbo lance une opération aérienne pour conquérir le nord de son pays. Les rebelles sont en déroute. Et puis, paf, après 2 jours de frappe, un avion de guerre ivoirien frappe une base de l'armée française, pourtant signalée comme telle. Bilan: 9 soldats français et un civil américain sont tués. Le président d'époque, Jacques Chirac, tient Gbagbo pour responsable de cette tuerie. En représailles, l'armée française détruit l'ensemble de la petite flotte aérienne de l'armée ivoirienne. On est à 2 doigts de la guerre entre les 2 pays. Mais dans l'ombre, dans un cynisme absolu, les plus hautes autorités de l'État français sabotent l'enquête qui doit mener jusqu'aux assassins de leurs soldats. Les accusations sont très très lourdes dans ce que tu nous dis, Théo. Oui, tout à fait, mais j'ai pu consulter de larges extraits du dossier d'instruction et quand on met bout à bout, certains faits, ils sont tout simplement incroyables. Dès le 6 novembre, jour du bombardement, les gendarmes français à Bouaké, ils sont présents, ils veulent lancer l'enquête de crimes flagrants, mais ils ont besoin du téléphone satellitaire des militaires pour avoir l'autorisation de Paris et lancer leur enquête. Les militaires refusent, catégoriquement. Les militaires interdisent également aux gendarmes de recueillir les éléments de preuve sur place. Les corps des victimes ne sont pas autopsiés, en violation parfaite de la loi, ça tombe bien, l'enquête n'est pas encore ouverte. Plus grave, au plus haut niveau de l'État français, on s'arrange pour sauver la mise à ceux qui sont manifestement les auteurs du bombardement. Il s'agit des pilotes qui ont lâché des bombes sur des soldats français. Ce sont des mercenaires biélorusses, recrutés par le pouvoir ivoirien de l'époque, par l'intermédiaire de Robert Montoya, un ancien gendarme français qui a travaillé avec François Mitterrand. Ce qui est bizarre, et qu'à plusieurs reprises, les autorités françaises se gardent d'arrêter ces pilotes biélorusses. Après le bombardement de Bouaké, ils atterrissent à Yamoussoukro, tranquillement, à l'aéroport de Yamoussoukro, tenus par des militaires français qui les laissent filer. Alors, les Biélorusses prennent la route, ils traversent le Ghana, ils arrivent à la frontière avec le Togo, ils sont arrêtés par les autorités togolaises, qui propose aux Français de les leur remettre. Les représentants de la France au Togo reçoivent des instructions claires, ne pas s'occuper de cette affaire, ne pas s'en mêler. Du coup, les Togolais, ils ne savent pas quoi faire, ils ne comprennent pas trop bien. Ils libèrent les mercenaires biélorusses qui s'en vont vers le sud, au Bénin. Ils s'y font refouler et à un moment donné, ils repartent finalement en Russie en passant par le Ghana. Si on en croit en tout cas une note de la DGSE. C'est cet épisode togolais qui motive principalement l'initiative de la juge Kéris qui veut, je le rappelle, conduire 3 anciens ministres devant la Cour de justice de la République. Ces ministres, en tout cas les administrations qu'ils dirigeaient, ont permis aux Biélorusses de se soustraire à une arrestation, ce qui est a priori puni par le code pénal d'emprisonnement ferme d'ailleurs. Les choses semblent bizarre. Oui, mais la façon dont tu racontes en fait ce récit est tellement implacable, on a du mal à comprendre en fait pourquoi cette labilité on ne la retrouve pas au niveau de la justice. En tout cas, la juge Sabine Kéris qui a lancé l'initiative ne peut pas activer toute seule la Cour de justice de la République, qui est d'ailleurs une juridiction assez controversée parce que on l'accuse d'être finalement très complaisant vis-à-vis des politiques. La juge d'instruction doit passer par le procureur de la République pour transmission. Mais depuis 2 ans, silence radio. C'est ça qui scandalise Jean Ballon, avocat de famille de militaires français morts à Bouaké. Nous l'avons interrogé, il met gravement en cause le parquet. Il dénonce une double inaction. D'abord en ce qui concerne le bouclage de la procédure visant le renvoi vers une cour d'assises des auteurs matériels du bombardement de Bouaké qui court toujours, on l'écoute. La procédure est finie, mais le procureur de la République, jusqu'à maintenant,
n'a pas pris des réquisitoires dans ce sens-là, comme si on avait encore 50 000 années devant nous pour que cette affaire soit jugée. Je rappelle aussi que pendant toute la procédure, maintenant, ça fait combien? Presque 14 ans de procédure, le parquet n'a pratiquement jamais rien fait dans cette affaire-là. Je tenais à le dire. Bien entendu, cet avocat enrage aussi contre le blocage, toujours au niveau du parquet, de l'initiative de la juge Sabine Kéris auprès de la Cour de justice de la République dont on parlait plus haut. On l'écoute encore. Je ne peux pas admettre que rien n'a été fait depuis. Je ne peux pas admettre que des gens dont la juge d'instruction a considéré et parfaitement démontré qui ont fait en sorte que la justice ne puisse pas avancer, s'accomplir, ou tout simplement qu'ils ont saboté dès le début d'une manière concertée toute la procédure judiciaire, qu'ils ne soient pas renvoyés encore devant une cour de justice. Je me pose littéralement la question avec beaucoup d'incompréhension et beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Comment je dois juger ça? Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je peux porter un jugement sur la responsabilité des très hauts magistrats en France? J'en sais strictement rien. Mais je suis maintenant dans un stade où je me pose littéralement la question. Et c'est pas une frustration d'avocat dans un dossier. C'est plus grave que ça. Parce que si on ne peut plus avoir confiance dans la justice, et surtout la justice au plus haut niveau, c'est que absolument toutes les bases de la République sont en danger. Oui, l'avocat se pose des questions, il n'est pas le seul. Là, on est de l'interrogation, et en fait, on a l'impression que c'est un puits sans fond. Oui, il s'agit en tout cas d'un flou, il est sciemment entretenu, comme on peut le constater. Un flou que déplore notamment le député communiste Jean-Paul Lecoq, qui a adressé une question écrite à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, à ce sujet. Il faut savoir que Bouaké, c'est également un moment clé dans les relations franco-ivoiriennes. À la suite de ce bombardement, il y a eu des dizaines de morts ivoiriens trop souvent oubliés, des milliers de Français obligés de quitter le pays, un embargo sur les armes, bref, beaucoup de souffrances. Et même la guerre civile de 2010-2011 peut être considérée comme s'inscrivant dans la continuité de ce douloureux épisode. Je propose d'en reparler d'ailleurs un de ces jours, ici même. Oui, on se retrouvera d'ici quelques jours, peut-être la semaine prochaine, pour justement ce second chapitre de cette affaire, mais côté victime ivoirienne cette fois. Théo, merci beaucoup pour ce récit stupéfiant. Théophile, bonsoir. La semaine dernière, tu nous parlais d'une affaire d'État, les mystères qui entourent le bombardement de Bouaké, c'était en novembre 2004, au cours duquel, on rappelle, 9 soldats français et un civil américain avaient trouvé la mort, mais dont le traitement judiciaire en France est toujours bloqué, voire, on l'avait bien expliqué, saboté. On avait parlé des victimes françaises, des militaires français tués ou blessés, et on avait donc promis avec toi de revenir sur les victimes ivoiriennes cette fois. Oui, Catherine, le bombardement de Bouaké n'a été que le déclencheur d'une crise plus large. Remettons un peu les choses en contexte pour bien les comprendre. Quand le président ivoirien de l'époque, Laurent Gbagbo, décide d'attaquer les fiefs des rebelles qui occupent le nord de son pays afin de réunifier, il bénéficie bien entendu du soutien d'une partie importante de l'opinion publique. Quand après le bombardement de Bouaké, l'armée française détruit à coups de missiles l'ensemble de la flotte aérienne ivoirienne et qu'elle prend le contrôle par la force de l'aéroport international d'Abidjan, la rue abidjanaise soupçonne un projet de coup d'État. Des foules de civils tentent de rejoindre l'aéroport pour le récupérer aux mains des Français. L'armée française bloque leur progression en leur tirant dessus à balles réelles à partir d'hélicoptères de guerre. Ça se passe sur les ponts qui relient le nord et le sud de cette ville de 5 millions d'habitants. Certains manifestants sont transformés en torches vivantes, d'autres se jettent dans la lagune. Les premiers morts sont enregistrés. En représailles, des Ivoiriens, pas tous les Ivoiriens, des Ivoiriens s'attaquent à des résidences de ressortissants français, complètement pris au piège de cette situation. Des deux côtés, l'exaltation nationaliste au plus fort, les rumeurs les plus folles prolifèrent. Nous sommes le 6 novembre 2004. Le lendemain, des colonnes de l'armée française descendent du nord du pays, tenues par les rebelles, vers Abidjan. Sur leur chemin, elles rencontrent l'opposition de manifestants surchauffés. Elles dégagent leur chemin à coups de canon. De nouveaux morts sont enregistrés. Parmi eux, Antoine Massé, professeur de lettres et correspondant du Courrier d'Abidjan, du quotidien Le Courrier d'Abidjan, dont j'étais, il faut le mentionner, le rédacteur en chef à l'époque. Antoine Massé est tué d'une balle dans la tête alors qu'il couvrait
une manifestation de protestation. Le 9 novembre 2004, un face-à-face qui restera dans les mémoires ivoiriennes se produit à l'Hôtel Ivoire, qui se trouve à quelques centaines de mètres de la résidence du président d'alors, Laurent Gbagbo. Une colonne de militaires français y est installée. Des milliers de manifestants pro-Gbagbo y sont venus pour constituer un bouclier humain autour de leur président et plus largement pour contester la présence des soldats français à cet endroit. Une présence qui est fort mystérieuse, il est vrai. Officiellement, les militaires français sont là pour évacuer des civils, mais ces civils ont déjà été évacués. Pour se défaire de l'emprise de cette foule en colère, les militaires français présents reçoivent l'ordre de tirer à balles réelles. « 2000 cartouches sont utilisées en 1 minute. On compte des dizaines de morts et des centaines de blessés. Parmi eux, des adolescents, des lycéens et des étudiants. N'ayons pas peur des mots, c'est un massacre. Et ce massacre est impuni jusqu'ici. » Impuni, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'enquête, ni policière, de poursuite judiciaire ? En France, il n'y en a eu aucune. Et pourtant, ce ne sont pas les demandes qui ont manqué. Reporters sans frontières, par exemple, a demandé sans succès à l'armée française d'ouvrir une enquête sur la mort du correspondant de presse Antoine Massé. La Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, le Parti socialiste, le Parti communiste ont demandé une commission d'enquête parlementaire à ce sujet sans résultat. Le tribunal aux armées de Paris, qui a été aujourd'hui dissous, n'a pas non plus engagé d'enquête ou de poursuite. Mais du côté ivoirien ? Alors, le président ivoirien de l'époque a fait autopsier les corps des victimes par des médecins légistes sud-africains. Puis il a commis un cabinet d'avocats canadiens pour négocier un accord d'indemnisation à l'amiable avec la France. Les tractations ont eu lieu après le départ de Jacques Chirac avec Nicolas Sarkozy qui donnait à l'époque l'impression d'être ouvert à des discussions. Mais il y a eu les élections de fin 2010 avec un conflit post-électoral qui a opposé Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, les deux revendiquant la victoire. Tout cela se termine dans une guerre atroce que Ouattara, avec le soutien de l'armée française, gagne. Laurent Gbagbo est arrêté, puis transféré à la Cour pénale internationale qui le juge pour crime contre l'humanité. Les victimes ivoiriennes des événements de novembre 2004 tombent alors complètement dans l'oubli. C'est pour cette raison que j'ai voulu appeler leur porte-parole, Martial Akoun. Il parle du quotidien des survivants et évoque également leur aspiration légitime à la justice. De cette période de 2004 où il y a eu des morts que nous avons identifiés, ceux qui se sont ajoutés à la liste des morts, c'est ceux-là qui atteignent la trentaine aujourd'hui. Il y a un, par exemple, qui a la jambe coupée. Il y a nous autres qui pratiquons. Je veux dire que nous marchons avec beaucoup de difficultés. Nous avons encore du matériel dans le corps. Il y a des fers, il y a des broches un peu partout. Il y a certains qui ont des éclats d'obus. Des débris sont encore dans le corps. Donc, en réalité, il y a deux types de handicaps. Il y a les handicaps moteurs et puis les handicaps psychologiques. Ceux qui ont été véritablement atteints au niveau du crâne, eux, par exemple, ils délient par moment. Les victimes sont là, les preuves sont palpables, donc nous n'avons pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tout ce que nous demandons, c'est juste une réparation. Que la France reconnaisse à son État qu'en 2004, elle a payé des victimes en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous demandons, c'est juste une réparation. Le reste, on verra. Théo, bien sûr que revenir sur, de toute façon, Bouaké, son massacre et tout ce qui en est suivi est une évidence et la justice ne fait pas son travail. Il y a un aspect qui est aussi très personnel dans cette histoire, on l'a bien senti tout à l'heure. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ce n'est pas anodin pour toi ? C'est pas anodin parce que, d'une certaine manière, cette double tragédie nous dit quelque chose. Quelque part, le sort des victimes ivoiriennes peut être mis en relation avec celui des victimes et des familles des victimes françaises, tout aussi oubliées par l'État qu'elles ont servi. Pendant ce temps, le colonel Patrick Destremo, qui a été le premier à saboter l'enquête sur la mort des soldats français à Bouaké, qui a aussi été celui qui, à Abidjan, a donné l'ordre de tirer sur les civils ivoiriens. Il est devenu général, il est sous-chef d'état-major des armées françaises. Par ailleurs, je me suis dit quelque chose. Nous voulons ici incarner un média progressiste, antiraciste et francophone. Comment a-t-on pu réussir à partager la même langue tout en ayant des récits aussi différents d'une tranche d'histoire commune? En Afrique francophone, l'histoire que je viens de raconter, elle est connue d'un grand nombre. Elle alimente l'amertume et la rancœur. En France, elle n'est connue par presque personne. Pour donner une chance à l'avenir dans notre espace culturel commun, il faudrait peut-être réconcilier les récits sur des questions comme celle-ci. Pour finir, je conseillerais à tous ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet 3 références. Le livre « Les nouvelles censures dans les coulisses de la manipulation de l'information » du journaliste Paul Moreira, publié par Robert Laffont, qui a consacré un long chapitre à cet épisode. Le hors-série du bulletin Biais d'Afrique et d'ailleurs, disponible gratuitement sur le site de l'ONG Survie. Et pour un cadre plus global, le livre de la journaliste Fanny Pigeot, France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée aux éditions Vent d'ailleurs.
Merci Théophile, merci beaucoup.